Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Éric Latimer qui vient nous faire un retour sur le projet Chez Soi qui a eu lieu donc sur le thème de l'itinérance. C'est un projet quand même de grande envergure. On aura un peu les retombées de ce projet-là, on pourra en savoir plus. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet, c'est la pensée magique. Plus tard à l'émission, en début de deuxième demi, notre invitée est Julie Bordelot. Elle vient nous parler du PIRAP. Alors, vous allez tout apprendre sur cette organisation à l'émission Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Clément Jacques dans quelques instants. La chanson s'intitule « De l'autre côté de l'océan ». Bienvenue à Folie douce. Si je te demandais de rester et de me dire la vérité, sens-tu comme moi le courant qui traverse nos pensées? Mon regard déshabille ton corps, mes envies de toi travaillent fort afin de ne pas se faire percevoir. Je cache le désir que j'ai pour toi. Ne repars jamais de l'autre côté de l'océan. Ne repars jamais de l'autre côté de l'océan. Je prends un verre à ta santé. Seul dans mon appartement, serait encore mieux si t'étais là. On se saoulerait en même temps. Je veux faire partie de ton délire, être l'homme dans ton sourire, être ta bouée de sauvetage, juste au cas où tu prendrais le large. Ne repars jamais. Ne repars jamais de l'autre côté de l'océan. Jamais de l'autre côté de l'océan. Ne repars 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 jamais de l'autre côté de l'océan. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est M. Éric Latimer. Bonjour, M. Latimer, bienvenue à Folie douce. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc chercheur à l'Institut Douglas et professeur titulaire au département de psychiatrie
à l'Université McGill. On va parler ensemble du projet Chez Soi, un projet intéressant et assez innovateur qui a eu lieu récemment, donc qui a rapport à l'itinérance. Vous étiez pour le projet chercheur principal donc à Montréal, puisque ce projet-là a été établi dans quelques villes au Canada. Donc, est-ce qu'on pourrait restituer dans le temps et aussi quel était ce projet-là, quels étaient les objectifs du projet Chez Soi? Oui, tout à fait. L'objectif du projet était de tester une approche assez nouvelle pour aider les personnes itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale à se retrouver logées et à recevoir des services une fois logées. L'approche s'appelle en anglais Housing First. Nous la traduisions à l'époque Logement d'abord. En bref, ce qu'on fait, c'est on offre à une personne qu'on a identifiée comme ayant des problèmes de santé mentale et comme étant itinérante, la possibilité d'intégrer un logement de son choix avec une subvention, un supplément au loyer, qui était dans le temps du projet, qui était de l'ordre de 475 $ par mois. Le projet été évalué de façon rigoureuse. Nous avions un groupe expérimental et un groupe témoin, et les personnes étaient assignées au hasard à l'un ou l'autre groupe. Et le projet était aussi de grande envergure. Entre octobre 2009 et mai 2011, nous avons recruté 469 participants, dont un peu plus de 280 ont été assignés à des groupes où ils recevaient le logement d'abord et 180 et quelques qui étaient dans des groupes témoins. J'utilise le pluriel parce que en fait, on avait réparti les gens selon si ils avaient des besoins élevés ou des besoins modérés. Et les gens qui avaient des besoins élevés recevaient un suivi plus intensif. Et ce qui m'amène à préciser une autre chose qui est très importante à propos de l'intervention, c'était pas simplement de loger les gens, mais aussi de leur offrir un soutien. Le soutien d'une équipe spécialisée qui était là non seulement au tout début pour aider la personne à se trouver un appartement, mais essentiellement indéfiniment après cela, là, tant que la personne en avait besoin. Et le but de l'équipe était d'aider la personne de façon très holistique dans l'ensemble de ses besoins, ses désirs, etc. Je me souviens il y avait un grand tableau blanc dans les bureaux d'une des équipes, celle qui avait les personnes avec des besoins élevés. Et il y avait une case pour chacun des 80 participants. Et dans la case, on indiquait quel était le rêve de la personne. Donc l'approche était vraiment très centrée sur aider chaque personne à accomplir ses objectifs, qui s'est traduit de toutes sortes de façons, dépendamment des gens. Ça pouvait être reconnaître qu'ils avaient l'hépatite C, puis les aider à se faire traiter. Ça pouvait être les aider à se trouver un emploi. Ça pouvait aussi être qu'ils avaient perdu la garde de leurs enfants, puis de les aider à pouvoir revoir leur enfant sur une base régulière à nouveau. Oui. Donc, toutes sortes de possibilités de cette nature. C'était, M. Latimer, donc c'était une première, ça, d'avoir une étude pan-canadienne sur l'itinérance et la maladie mentale. Ça s'était jamais fait avant? C'est tout à fait juste. C'est la plus grosse étude de son genre, non seulement au Canada, mais dans le monde jusqu'à maintenant. Oui. Et ça s'est fait sur plusieurs villes. Évidemment, c'est un projet qui a eu lieu, qui s'est terminé d'une certaine façon, mais je crois qu'il y a quand même eu des suites à ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de où est-ce qu'on en est, en fait, quand on parle du projet Chez Soi? Oui, tout à fait. Le projet, le financement fédéral du projet s'est terminé le 31 mars 2013. À ce moment-là, le gouvernement d'une part, ne voulait pas exactement reconduire le projet dans sa forme initiale, mais voulait quand même assurer un mécanisme de transition vers les services habituels pour les participants.
et ce qui s'est aussi produit, c'est que la Société d'habitation du Québec a fait en sorte, et ça s'est concrétisé pour décembre 2013, que environ 130 suppléments au loyer pour les personnes qui demeuraient encore logées soient disponibles pour que ces personnes puissent continuer d'habiter dans leurs appartements subventionnés. Mais le processus de transition s'est poursuivi et les participants du projet ont vécu plusieurs sortes de trajectoires différentes. Il y en a, il faut le dire, une bonne moitié qui ont finalement été transférés vers le service habituel, n'ont pas reçu de supplément au loyer et pour certains qui se sont retrouvés à la rue. Mais il y en a aussi un groupe, peut-être d'environ une cinquantaine, qui recevait des services de l'organisme communautaire Diogène, qui était un des porteurs du projet pour les personnes à besoins modérés. Le programme Diogène, en fait, n'a jamais cessé d'offrir l'intervention. Il a dû un peu initialement réduire le nombre de participants qu'il pouvait desservir. Mais il y en a quand même resté une cinquantaine qui ont continué de recevoir essentiellement les mêmes services. Il y a maintenant un nouveau programme, mais c'est essentiellement le même sous un nom différent, qui s'appelle Toi d'abord et qui offre actuellement essentiellement la même intervention qu'avant. Ce que j'ajouterais aussi, c'est qu'il y a eu suite aux résultats concluants du projet à travers le pays, il y a eu une réorientation dans les villes de 65% des fonds d'un programme fédéral qui s'appelle SPLI, Stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance. Et à Montréal, maintenant, il y a environ 9 programmes qu'on appelle maintenant SRA, Stabilité résidentielle avec accompagnement, qui desservent quelque part entre, je crois, 400 et 500 personnes avec cette approche, des personnes à besoins modérés. Donc, en fin de compte, le projet a définitivement été efficace pour les gens qui l'avaient desservi pendant sa durée, mais a eu un impact au-delà de sa durée même, et on voit maintenant un nombre encore plus grand de personnes qui reçoivent déjà ou sont en voie de recevoir des services de cette nature. Dans la société, souvent, il y a certainement un mythe. On pourrait dire que c'est un mythe, là, le fait que les itinérants ne veulent pas s'ancrer quelque part, ne pas avoir de logement, être plutôt bohème, être un peu libre. Alors que là, le projet, l'objectif, en fait, quand on dit le logement d'abord, c'est que c'est tellement important d'avoir un logement, un chez-soi. Donc, ça vient peut-être changer aussi une perception de la population face aux itinérants. Bien, je vous dirais que aussi de par d'autres travaux que j'ai faits avec le dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal et une enquête qui s'en est suivie, il est clair que la grande majorité, au-delà de 90% des personnes en situation d'itinérance préféreraient être logées. Il y en a une petite minorité qui se sont tellement habituées à la vie dans la rue que c'est ce qu'elles préfèrent. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet Chez Soi, il y avait une personne qu'on avait logée et qui, après un certain temps avoir été logée, nous a dit, mais écoutez, j'ai essayé le logement et je préfère la rue et retourner dans la rue. Mais c'est vraiment une petite minorité. La très, très grande majorité ne sont pas heureux dans la rue. C'est une vie dure et préféreraient de loin être logés dans des conditions décentes. Et surtout, si on peut leur offrir le genre de soutien individualisé, très humain, qu'on peut leur offrir avec une approche de type
qu'on appelle maintenant SRA. Oui. Monsieur Latimer, l'itinérance, donc, est une problématique qu'on voit quand même depuis longtemps, qui a toujours probablement existé, mais qu'on voit beaucoup plus, puis on en parle beaucoup plus. Mais quel est l'avenir, justement, est-ce qu'on va pouvoir essayer d'améliorer la situation des itinérants et ceux particulièrement qui ont des problèmes de santé mentale pour l'avenir? Comment vous voyez la suite à ce niveau-là? Eh bien, en décembre, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, qui est un regroupement de un grand nombre d'individus représentant toutes sortes d'organismes, à la fois des grands refuges, d'autres organismes œuvrant en itinérance, mais aussi la Chambre de commerce de Montréal, un certain nombre de chercheurs de différentes universités, dont moi-même. Mouvement mené par M. James McGregor, a présenté un plan pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. En fait, ce qu'il a présenté au mois de décembre était le volet 1 du plan qui vise à aider 2000 personnes en situation d'itinérance chronique ou épisodique à se trouver un logement avec un soutien approprié. Donc, nous sommes actuellement en train d'essayer de faire valoir ce plan. Le maire Coderre était présent lors du lancement du plan et le soutien, à la fois moralement et financièrement. Nous avons besoin de plus d'argent et nous sommes en train de cogner à diverses portes, à la fois au niveau du gouvernement et du secteur privé, pour financer des équipes qui, de cette façon-là, des équipes et des suppléments au loyer, qui pourraient aider un grand nombre de personnes à sortir de la rue. Donc on voit l'itinérance non pas comme un phénomène de société inéluctable, mais comme quelque chose qui peut être adressé, un peu comme dans les siècles passés, on a décidé que l'esclavage, du moins l'esclavage sanctionné officiellement par l'État, c'était quelque chose auquel on devait mettre fin. De la même façon, de plus en plus de gens à travers le monde se disent que on devrait pouvoir, en 2016, on devrait pouvoir mettre fin à l'itinérance. Oui. En terminant, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir un peu lire des choses sur le projet chez soi, donc les conclusions? Est-ce que c'est disponible, par exemple, sur Internet? Oui, tout à fait. Si vous allez sur le site de la Commission de la santé mentale du Canada, vous pouvez retrouver le rapport final du projet chez soi et d'autres pour le site de Montréal, ainsi que le rapport national. Il y a aussi beaucoup de publications scientifiques qui sont disponibles maintenant. Et au-delà de ça, il y a d'autres matériels en voie de préparation. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur les suites de ce projet-là. Merci beaucoup, M. Latimer, d'avoir été des nôtres à Folie Douce. Merci beaucoup de votre intérêt pour le sujet. Bien, pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Nous voici maintenant rendus au bloc Expresso. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Pierre, le sujet, la pensée magique. La pensée magique, oui, c'est une expression qu'on entend souvent Oui. de nos jours. Pensée magique, oui, je pense que la définition de la pensée magique, ça pourrait changer beaucoup selon les gens à qui on demanderait, mais c'est quoi d'après vous la pensée magique? Ce serait peut-être quand on met nos lunettes roses, par exemple. Oui, on s'imagine que les problèmes vont se régler par eux-mêmes ou... On se cache un peu la tête dans le C'est sable. pas espérer que quelque chose va arriver, même si c'est un peu futile, comme gagner à la loto. Mais en fait, ça englobe tout un paquet d'affaires. Ça englobe tout le côté superstition aussi qu'on a. Et ça, c'est à travers le monde. Hein, il y a toutes sortes de superstitions qui existent. Mais je vais vous donner ce qu'on donne, ce que j'ai trouvé sur l'Internet. D'abord, si on regarde... Ce que dit l'encyclopédie Larousse en ligne, on nous dit en psychanalyse, la pensée magique désigne un mode de fonctionnement psychique caractéristique de la névrose obsessionnelle. Ça va loin. Il s'agit de croyances superstitieuses et des rituels conjuratoires qui s'impose à l'obsédé et transforme sa vie en un véritable cérémonial. Classiquement, on décrit les vérifications sans fin, les lavages de mains ou des objets, ou la place immuable précise attribuée à chaque objet, ou l'annulation des actions et le doute permanent. C'est vrai qu'il y en a des gens qui mettent leurs outils là, toujours à la même place. Ouais. C'est peut-être des gens qui ont beaucoup d'ordre, il n'y a pas de problème là, mais ça peut devenir obsessionnel. Ouais. Ces rituels incontournables peuvent prendre tant d'importance qu'ils vont occuper la totalité du temps du patient et devenir très invalidants pour lui. Ouais. Ils constituent des manifestations de pensée magique en ce sens qu'ils possèdent une vertu protectrice contre le malheur. On pense que si on ne fait pas ces choses-là, le malheur va nous tomber dessus. Ça, c'est un trouble obsessif-compulsif. Pas exactement, mais c'est pas loin, ça se rapproche de ça. Okay. Si le patient venait à s'y dérober, c'est-à-dire à toutes ces manies-là, il serait précipité face à l'insupportable, c'est-à-dire face à ces pulsions inconscientes contre lesquelles il lutte. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Pensée magique et superstition », c'est sur le site psychomedia.qc.ca, on nous dit « La pensée magique et la superstition consistent à interpréter un événement comme étant la cause d'un autre, sans qu'il n'y ait de mécanisme plausible qui puisse expliquer le lien de cause à effet. Interpréter un signe n'ayant aucun rapport avec une situation comme étant de bon augure et penser que la force de la pensée seule peut influencer le cours des choses, par exemple, provoquer le gain à un jeu de hasard ou jeter un mauvais sort à quelqu'un ou encore penser que l'anxiété en elle-même prévient le danger. Ça me rappelle les fameuses poupées vaudou. On connaît moins ça au Québec, mais tu sais, de planter des aiguilles dans une poupée vaudou, ça va amener la mort de quelqu'un ou la maladie. Ou la maladie ou la douleur. Ouais. Alors, tout ce que je viens de parler, mais ce sont des exemples de pensée magique. Il y a des fois un peu garder pour les gens une espèce d'optimisme, même si c'est pas vrai dans la pensée magique. Ben, c'est ça, on va le voir plus loin. Ça aide un peu, ça joue un rôle protecteur. La pensée magique se retrouve chez chacun à différents niveaux. Pour la plupart, elle est le plus souvent sans conséquences négatives ou presque, car elle ne constitue pas un mode de fonctionnement dominant et n'empêche pas ou très peu les modes de pensée plus efficaces pour la compréhension et l'adaptation. Cependant, pour une partie de la population, un manque de conscience par rapport à la pensée magique peut rendre vulnérable vis-à-vis certains systèmes organisés de croyances magiques et susceptibles de se retrouver victimes de charlatanisme et de sectes. Autrement dit, ceux qui ont des tendances à tomber là-dedans, qui ont des espèces de faiblesses, ils peuvent se faire contrôler facilement. Oui. Et développée à l'extrême, la pensée magique peut aussi représenter un problème de santé mentale. Par exemple, dans le trouble obsessionnel compulsif, tu en parlais tantôt, Ghislain, tu me devances toujours. Les rituels superstitieux, comme par exemple se laver les mains plusieurs fois pour éviter la contamination ou exécuter des rituels mentaux afin d'éloigner un danger, prennent une place qui nuit considérablement à ce qu'on appelle l'adaptation. Maintenant, obsession et pensée magique, dans un autre article Internet sur le site sciencehumaine.com, on nous dit dans leur monde imaginaire, là ici on parle des enfants, les enfants se donnent l'illusion
d'un pouvoir magique. Ce monde de pensée magique, selon le fameux Sigmund Freud, une étape indispensable à notre développement, le moyen d'accepter les dures lois de l'existence, à commencer par la conscience de notre impuissance et l'interdit de certains désirs. Qu'advient-il ensuite de ces pensées superstitieuses? Les psychologues parlent d'un déclin normal jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais ça, pour les enfants, ça les permet. Il y a une certaine forme de protection. Oui, exactement. Mais avec l'âge, avec le temps, mais normalement, ça doit diminuer jusqu'à... On pense jusqu'à 0. On dit jusqu'à l'âge de 12 ans pour une perception plus rationnelle de la réalité. Tout porte à croire pourtant que ces pensées superstitieuses existent aussi chez l'adulte, en particulier les personnes fortement angoissées atteintes d'un trouble psychologique appelé l'obsession. Intrigué par cette contradiction, le psychiatre londonien Derek Bolton a analysé ce système de pensée imaginaire au-delà de la petite enfance, jusqu'à la fin de l'adolescence en fait. Le chercheur et son équipe se sont mis d'accord sur une définition de ces pensées imaginaires, soit l'explication de phénomènes réels par des causes irrationnelles. Ils ont mesuré l'évolution et l'importance de ces croyances jusqu'à l'adolescence en contrôlant parallèlement divers symptômes de l'obsession. Alors, je vais m'arrêter ici, mais j'y reviendrai plus tard dans l'émission. Oui, absolument. Donc, la pensée magique, plus tard, à l'Espresso allongé, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Julie Bordelot qui nous présente le programme international de recherche-action participative. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la pensée magique. Vous entendrez aussi en chanson Retour sur Terre de Raphaël Freinet et Un matin sans bruit de Rabi. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Désirez communiquer avec l'équipe de Folie douce par téléphone? Rien de plus facile. Composez le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Julie Bordelot. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue à Folie douce encore une fois. On s'est parlé à quelques reprises. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler d'une organisation qui est assez récente, relativement récente, mais qui est surtout intéressante et qui sort un peu peut-être de l'ordinaire au niveau de la santé mentale. C'est le Programme international de recherche-action participative dont tu es la co-directrice, communément appelé le PIRAP. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Et puis, on veut tout savoir, en fait, depuis quand ça existe et quels sont les buts, etc. Oui, donc effectivement, moi je suis la co-directrice exécutive du PIRAP et Dr Jean-François Pelletier est le co-directeur scientifique. Donc on a fondé le PIRAP le 1er avril 2011 et puis ça se trouve à être un programme de recherche très innovateur. Pour le moment, on est le seul au Québec en termes d'entreprises de recherche entièrement administrées par et pour des usagers. C'est sûr qu'au départ, on avait
davantage une note là axée santé mentale. Maintenant, on tend davantage à avoir une vision globale là, de la santé. Mais donc, pour revenir au PIRAP, en fait, c'est constitué d'environ une vingtaine d'employés. Pour la grande majorité, ont tous une problématique de santé mentale. On a c'est l'occasion pour plusieurs personnes de pouvoir développer des compétences socio-professionnelles à travers le travail. Alors, on a comme deux programmes particuliers. On a d'abord un programme qu'on appelle Programme d'aide et d'accompagnement social Action, plus communément appelé PASS Action. On a environ 5-6 places sur ce programme-là. Et c'est un programme de pré-employabilité destiné à des personnes qui sont un peu plus éloignées du marché de l'emploi pour qu'ils puissent prendre le temps de développer des compétences socio-professionnelles pour ensuite se réinsérer sur le marché du travail. Est-ce que c'est une organisation sans but lucratif? Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, Julie. Oui, c'est une organisation sans but lucratif. Par contre, on a quand même des contrats de recherche. Alors, c'est sûr que c'est ça notre forme de subvention. Mais on génère pas de profit avec ça. Ouais. Ensuite, on offre des services de recherche aussi, comme par exemple la transcription, des consultations. On met sur pied carrément des protocoles de recherche. Et puis, on a un service de traduction aussi pour d'autres chercheurs, par exemple, qui seraient intéressés à traduire leur matériel et tout ça. Est-ce que ça s'adresse, est-ce que c'est vraiment, les objectifs sont vraiment axés sur la santé mentale uniquement ou c'est plus large que ça? Ben, je dirais que historiquement, c'était axé santé mentale, sauf que maintenant, depuis que notre partenaire principal est le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on a adopté une vision plus santé globale. Parce que maintenant, on est partenaire, entre autres, pour développer des formations s'adressant à des patients partenaires pour qu'ils puissent bien connaître leur rôle. Et dans ce cas-là, on s'adresse autant à une clientèle en santé physique qu'en santé mentale. Donc, c'est pour ça là, qu'on a graduellement ouvert nos horizons. Par contre, il demeure qu'en ce moment, notre entreprise de recherche est majoritairement composée de personnes ayant des problèmes de santé mentale. Alors, puis même si c'est reflété dans notre conseil d'administration, alors on recherche une représentativité là historique là, de personnes qui ont une problématique de santé mentale. Et d'ailleurs, ils sont majoritaires sur notre conseil d'administration. Ceci dit, pour revenir un peu aussi à la mission là, du PIRAP là, de développer l'employabilité des gens, en plus du programme PASS Action, c'est une entente qu'on a avec Emploi Québec. On a aussi d'autres ententes par le biais, par exemple, avec l'organisme L'Arrimage, qui nous envoie des gens qui sont beaucoup plus près du marché du travail, donc qui sont prêts à intégrer ce qu'on appelle un contrat d'intégration au travail. Donc, à ce moment-là, ce sont des employés qui exécutent du travail d'assistant de recherche. Par contre, on bénéficie de subventions salariales pour pouvoir les maintenir en emploi. Alors, les contrats d'intégration au travail, ça s'adresse à une clientèle, qu'on dit qu'il y a un handicap. Il y a plusieurs formes de handicap. Là, ça comprend autant les handicaps physiques que psychologiques. Et donc, ceci dit, ces gens-là ont l'occasion d'exécuter du vrai travail d'assistant de recherche. Ouais. Et puis, c'est ça qui fait en sorte que ça développe leurs compétences socio-professionnelles. Oui. Il y a d'autres personnes dans notre équipe qui ne bénéficient ni du programme PASS Action, ni des contrats d'intégration au travail, mais qui sont embauchés à titre de père aidant. Alors, de plus en plus, on retrouve ça, en fait, dans le plan d'action en santé mentale 2015-2020. Il y a des cibles à atteindre dans les institutions publiques là, pour avoir des pères aidants.
comme par exemple dans les équipes qu'on appelle PACT, qui se trouve à être du suivi intensif dans le milieu et du suivi d'intensité variable. Dans ces équipes-là, on demande à avoir des pères aidants. Alors nous, on se trouve à être l'organisme intermédiaire qui embauche les pères aidants et qui ensuite, en prêt de personnel, vont prêter ces employés-là aux institutions publiques. Alors, c'est la fonction, c'est la façon dont ça fonctionne à venir jusqu'à maintenant. Aussi, bien entendu, on a un volet recherche là, qui est quand même assez développé. Et nous, on utilise ce qu'on appelle la stratégie de recherche axée sur le patient. Donc, c'est un concept qui est mis de l'avant là par les instituts de recherche en santé du Canada. Donc, qui vise à faire en sorte que le bon patient reçoive les bons soins au bon moment. Et donc, ce qui fait aussi que les patients sont intégrés à toutes les étapes d'une recherche, c'est-à-dire à l'écriture du devis de recherche jusqu'à l'analyse là, des résultats finaux de la recherche. Alors, c'est ce qu'on appelle là, la fameuse stratégie de recherche axée sur le patient, ou SRAP oui. en abrégé. Donc, c'est ça, il y a quand même des grandes ambitions avec cette organisation. Ça fait quand même aussi plusieurs années que ça a été fondé. Au départ, est-ce que le besoin est venu du milieu ou si c'est plus des idées de certaines personnes qui ont mis en place ce programme, le PIRAP? Ben en fait, c'est sûr que Dr Pelletier, lui, il est allé faire son postdoc à l'université Yale. Oui. Et puis là-bas, historiquement, on inclut déjà depuis longtemps les usagers à toutes les étapes de la recherche. Alors là-bas, ils ont des équipes de recherche aussi où les patients là sont vraiment très bien intégrés, et même il y en a parmi ceux-là qui ont des doctorats, qui sont chercheurs et tout ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup motivé et impressionné Dr Pelletier quand il a vu ça. Puis il a comme rapporté le concept ici au Québec, puis il s'est dit, ça vaudrait la peine de faire quelque chose semblable. C'est pourquoi il est allé chercher là des subventions salariales, des subventions dans ce cas-là au niveau de la recherche pour mettre en place le PIRAP. Oui. Et comment ça fonctionne? Avez-vous pignon sur rue? Est-ce que les gens sont référés, les gens qui ont des problématiques de santé mentale, qui veulent soit avoir un programme d'emploi ou s'intégrer d'une façon à votre organisation? Comment ça fonctionne? Oui, on a pignon sur rue. En fait, on est situé dans les locaux du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et nous avons un partenariat privilégié avec l'organisme L'Arrimage, qui est un organisme, on va dire, de soutien à l'emploi pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, ce sont eux principalement qui nous réfèrent des candidats, autant pour le programme d'aide et d'accompagnement social Action que pour les contrats d'intégration au travail. Par contre, c'est sûr que de plus en plus les gens commencent à connaître notre site web aussi. Donc, vont trouver l'information sur notre site web et à ce moment-là, vont communiquer avec nous pour avoir davantage d'informations. Et on va d'ailleurs le mentionner avant de terminer l'entretien. On le rementionnera, là, c'est PIRAP, PIRAP.org. PIRAP, donc l'acronyme qui veut dire Programme international de recherche action participative. C'est ça, exactement. Alors, puis d'ailleurs, j'invite les gens qui sont intéressés à en savoir plus à devenir membres pour pouvoir recevoir notre infolettre hebdomadaire. Et puis aussi, je tiens à dire que très prochainement, il va y avoir un babillard électronique avec ce qu'on appelle les activités patients partenaires, parce que je coordonne aussi le comité patients partenaires en santé mentale du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et donc, ce qui fait en sorte que j'ai plusieurs activités patients partenaires qu'on appelle à offrir, où ce sont des usagers là qui souhaitent s'impliquer finalement dans toutes sortes d'activités, que ce soit cliniques, administratives, de recherche, d'enseignement au sein du CIUS de l'Est de l'île de Montréal.
Donc, avec leur savoir expérientiel là, de la maladie, que ce soit autant physique que mental, s'ils croient qu'ils peuvent être des contributeurs, ben ils sont invités à nous contacter. Et puis, en devenant membre et en allant consulter les activités sur notre babillard, ben à ce moment-là, ils vont pouvoir voir les activités où on recrute des membres et des patients partenaires. Et c'est intéressant parce qu'on parle tellement de coupures et de rationalisation des services, ça, alors que là, il y a quand même les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent participer, donner de l'input, comme on dit en français, au milieu de la santé mentale, ben c'est leur chance. Je pense que il y a beaucoup d'opportunités disponibles. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais mentionner qu'une des contributions majeures là, du PIRAP, entre autres de Dr Jean-François Pelletier, ça a été de créer le modèle global de santé publique. Donc, originellement, il a été créé avec Dr Larry Davidson, là, qui est une sommité mondiale là, à l'Université Yale, là, puis qui est d'ailleurs lui-même un patient. Puis ce modèle-là stipule que les usagers sont des acteurs de la santé mentale publique. Donc, pas seulement la cible des interventions, mais aussi des intervenants. Ouais. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que moi, en tant que coordonnatrice du comité patient partenaire, j'invite les personnes qui sont intéressées à s'impliquer là dans l'amélioration continue des soins et services en santé. Oui. Merci beaucoup, Julie. C'est tout le temps qu'on a. On va rementionner l'adresse pour le site web du PIRAP. C'est pirap.org, donc tout collé, pirap.org. Puis les gens peuvent tout savoir sur l'organisation et tout. Tout à fait. Puis je vais aussi mentionner le numéro de téléphone où les gens peuvent me joindre. Oui. Donc, c'est le 514-251-4000, le poste 3712. Bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuité, Julie Bordelot, avec le PIRAP. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. La vitesse de la lumière défile en moi le paysage, les odeurs qui sont familières. Je sais, je finis mon voyage. J'ai appris à toujours apprendre, à ne rien prendre. Assis ici à attendre, monte un voyage dans la nuit. Retour sur terre, un long trajet sur des ailes de fer. Je compte les jours. Seras-tu là au moment de mon retour? J'ai la tête remplie d'ambition et mon cœur fait tourner les jets. Saurais-je remplir ma mission, prendre mon destin entre mes mains? Retour sur terre, un long trajet sur des ailes de fer. Je compte mes jours. Seras-tu là au moment de mon retour? J'avais tellement rêvé de ce lieu étrange. Une autre vie, j'ai goûté à l'orange. Mais comme tout passe, comme le monde se casse, est-ce que je me suis perdu pour ce fruit défendu? Retour sur terre, un long trajet sur des ailes de fer. Je compte mes jours.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Tel que promis, donc, on poursuit avec l'espresso allongé et puis le sujet, Pierre, donc la pensée magique. Tu as entamé ça plus tôt dans l'émission. On attendait la suite avec impatience. Alors, Ghislain Malo aussi présent ici. Oui, Bonjour. Salut, Ghislain. Alors, oui, la pensée magique, je vais sauter à un deuxième article que j'ai trouvé sur l'Internet, sur le site déautonfamille.org, un texte de Christian Navis, qui est anthropologue et journaliste. Une des meilleures définitions de la pensée magique a été donnée par le psychiatre Derek Bolton. Il a dit « La pensée magique est l'explication de phénomènes réels par des causes irrationnelles. » Clair, net et précis. Mais comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi certains y échappent-ils quand d'autres y succombent? Pour Pascal Boyer, qui est psychologue et anthropologue à l'Université Washington de Saint-Louis au Missouri, l'attrait pour les croyances magiques reposerait sur des circuits du cerveau peut-être innés, peut-être produits par l'évolution. Et selon lui, une partie du système cérébral serait spécialisée pour trouver une réponse apaisante ou valorisante dans certaines circonstances en élaborant une explication magique. C'est pas la même chose que des superstitions où ça se ressemble-tu? En fait, les superstitions, oui, on peut les imbriquer dedans. Les inclure dans la pensée magique. Croire que nos pensées propres ou un quelconque rituel peuvent influencer la réalité ou imaginer qu'un signe fortuit est de bon augure aurait pour fonction de rassurer les personnes fragiles, de réduire leurs craintes du quotidien et de contourner ainsi leurs moments dépressifs. Il est vrai que la science a été amenée à constater que la pensée positive, prônée par des gourous du New Age, pouvait agir comme un stimulus produisant un effet bénéfique explicable par la production de neurotransmetteurs, c'est-à-dire la fameuse sérotonine pour apaiser, la dopamine pour rendre plus dynamique, la noradrénaline pour gérer les effets d'un stress et les endorphines pour calmer les douleurs physiques et morales. Le même phénomène se produirait lors d'une attente anxieuse sans cause imminente. Daniel Wegner, professeur de psychologie à Harvard, a réalisé une recherche sur les motivations et l'état mental de jeunes adultes croyant véritablement au mauvais sort jeté par des poupées vaudou. Et sa conclusion est claire. Tous ces gens sont généralement en situation d'échec, incertains de leur propre capacité et lents à agir parce qu'ils se sentent inaptes à répondre aux stimuli du milieu. Et ce type de pensée semble être pour eux un antidote. Oui, puis c'est pas aussi quelque chose de culturel parce que ça vient de certaines communautés, comme la poupée vaudou, ça vient d'une communauté ethnique. Oui, sûrement que... Des fois, c'est culturel, c'est les gens qui ont appris depuis longtemps. Mais sûrement qu'il y a une grosse influence culturelle, oui, sûrement. Même observation d'Émilie Pronin, professeure de psychologie cognitive à Princeton. Ça doit être Pronin, en fait. Elle a démontré à partir d'une étude que de nombreux fans du Super Bowl avouaient se sentir responsables par leur ferveur ou leur tiédeur relative de la victoire ou de la défaite de leur équipe. Pourquoi des gens pas plus idiots que la moyenne ont-ils l'illusion d'un tel lien immatériel? Elle conclut que leurs pensées apparentes, fortement motivées jusqu'à l'obsession, peuvent devenir tellement envahissantes que pour les neutraliser, ils en viennent à surévaluer la force de leur connexion psychique avec les événements extérieurs, tout en les isolant symboliquement du reste de l'activité cérébrale. Oui, je pense pas qu'on puisse influencer le score du Super Bowl à distance. Il y a peut-être des gens, même au hockey, là, qui se sentent des fois un peu responsables selon leurs actions. Mais je t'avoue que quand je regarde un match de hockey, des fois, j'ai l'impression que j'aide mon équipe. Tu sais, mais... C'est comme ça. Un exemple peut-être de ça, c'est le célèbre best-seller Le Secret, c'est que les gens il y avait beaucoup de ça, de la pensée magique aussi dans ce livre-là. Confirmation de Giora Keenan,
professeur à l'Université de Tel Aviv, qui a questionné des centaines d'Israéliens après les attaques de missiles irakiens durant la guerre du Golfe de 1991. Ceux qui avaient subi les niveaux de stress les plus élevés étaient les plus susceptibles d'adopter des croyances magiques comme entrer dans un abri du pied droit pour être mieux protégés ou éviter de parler aux personnes dont les maisons avaient été détruites parce que cela porterait malheur. Alors, on voit que la pensée magique, c'est pas seulement pour les enfants, ça continue chez les adultes assez souvent. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour ce beau bloc Espresso. On continue donc en musique Espresso allongé, donc à Folie Douce. C'est une journée de deuil, c'est un matin étrange. Je neige au Port-au-Prince depuis 5 jours sans cesse. Je cherche les clés du lit, l'appart est trop petit. J'apprends de la télé qu'elle ne va pas rentrer. Mon amour est parti pour la chasse aux zombies. Ce n'est pas la saison, elle a une liaison. Je cherche dans son carnet à établir des liens. Les noms sont incomplets, je fais tout ça pour rien. Pourquoi m'a-t-il quitté? Je suis encore couché. C'est un matin sans bruit, moi je dois réveiller. Pourquoi m'a-t-elle laissé? Je veux la vérité. Je vis dans le brouillard, ce n'est pas un hasard. C'est une journée de deuil, un matin sans orange. Il neige sur Port-au-Prince depuis 9 jours sans cesse. Je vis sur notre lit, au cœur du parc Jarry. J'apprends à la radio qu'elle est à Macao. Mon amour est parti sans me laisser un mot. Ce n'est pas une façon de quitter un garçon. Je cherche dans les placards des traces de son départ. Elle a laissé ses bottes, sa tenue léopard. Pourquoi m'a-t-il quitté? Je suis encore couché. C'est un matin sans bruit, moi je dois réveiller. Pourquoi m'a-t-elle laissé? Je veux la vérité. Je vis dans le brouillard, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est une journée de deuil, un matin sans nuage. Il neige au Port-au-Prince depuis 2 ans sans cesse. J'ai donné notre lit à nos voisins d'en haut. J'entends dans l'escalier les bruits que font ses pieds. Mon amour est ici en pyjama d'été, les yeux à demi clos, elle retourne se coucher. Je cherche à m'expliquer les raisons du retour. Quand soudain j'aperçois sur la table à dîner 300 grammes de café fraîchement torréfié. Je suis un peu jaloux quand elle va au marché. C'est un matin sans bruit, moi je dois réveiller. Je vis dans le brouillard, ce n'est pas un hasard. C'est un matin sans bruit, je me suis éveillé. Toujours dans le brouillard, je vais prendre un café. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca.
En terminant cette émission de Folie douce, Ghislain Malo, toujours ici présent pour la nomenclature des chansons. Oui. Plusieurs chansons qu'on a entendues encore une fois cette semaine. C'est un devoir qu'on fait de justement nommer les gens qui ont participé. C'est toujours bon de célébrer les artistes. Faut que c'est leur œuvre puis leur effort. Oui, ça vient tellement appuyer le contenu qu'on manque pas à notre tâche à chaque semaine. On a écouté en début d'émission De l'autre côté de l'océan. Oui, de Clément Jacques. On a pu entendre À la mémoire. De Rubicon. En deuxième demi, on a pu écouter Retour sur Terre. De Raphaël Freinet. Et à l'instant, Un matin sans bruit. Oui, de Rabi. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre à la mise en onde également. Et pour tes blocs Espresso et Espresso allongé, où on a parlé de la pensée magique, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Éric Latimer, qui nous a parlé du projet Chez Soi, un retour sur le projet qui a eu lieu, qui aidait donc, les gens en itinérance donc, et santé mentale. On a eu aussi notre invité Julie Bordelot qui nous a parlé du PIRAP, donc une organisation qu'on a pu apprendre à connaître. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop